Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine-ci, on va évidemment terminer de résumer les championnats du monde jeunes qui se déroulaient à Séoul, en Corée du Sud. Nous allons commencer par une petite news un petit peu originale, un certain documentaire animalier sur la dorénavant bien connue espèce du Seb. Alors je vous laisse découvrir ça en images, on est parti. News numéro 1, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Arthropodes, grimpeurs et crustacés. Aujourd'hui au programme de votre série documentaire, nous avons le plaisir de nous pencher sur l'étude comportementale du Seb. Espèce endémique des falaises granitiques, de calcaire ou de grès d'Europe occidentale, le Seb suit un cycle migratoire très strict. Durant l'hiver, il parcourt le rocher, non pas afin d'y trouver quelques espaces accueillants pour son nid, mais plutôt pour satisfaire son besoin physiologique le plus profond, grimper. Et aussi élevé que soit sa position dans la chaîne alimentaire, le Seb n'est pourtant pas dépourvu de prédateurs. Alors que les températures montent et que la saison estivale approche, la résine, ennemie naturelle du Seb, fait son apparition. Dès lors que les premiers Hello and welcome back to Salt Lake City for our... font leurs apparitions, le Seb est contraint de migrer, volant ou parfois même traversant l'océan vers des terres plus accueillantes pour sa pratique. Heureusement, quelques mois plus tard, aussitôt les dernières médailles distribuées, le Seb effectue le chemin inverse et retrouve sa contrée natale pour s'adonner de nouveau à sa passion. Ce moment nous y sommes et en cette fin de mois d'août nous retrouvons la trace de notre premier individu, le Sebbert, dans les Picos des Europa, au nord de l'Espagne. Celui-ci aurait été vu au sommet de la grande voie Rayou, dont nous avons déjà parlé en fin d'année dernière avec une ascension 100% féminine par l'équipe Sacha Di Giulian, Mathilda Soderlund et Britt Harrington. Cette fois-ci, pour réaliser cette prouesse, ce ne sont pas trois mais bien deux protagonistes qui firent face à la paroi, car pour accompagner Seb, c'est un Sibi Van I, espèce proche du Seb autant par la phonétique que par son amour pour les hauteurs, qui se sera joint au périple. Ensemble, ils réussirent une performance formidable, enchaîner les 14 longueurs de cette grande voie située, rappelons-le, à plus de 2600 mètres d'altitude en une seule journée, dont un flash de toutes les longueurs par Seb, rendu possible par Sibi, qui se sera sacrifié pour aller reconnaître les mouvements sur la longueur la plus difficile. Au sujet de cette longueur originellement cotée 8C et donnant cette cotation à la grande voie, nos deux protagonistes opteront pour leur part pour un 8B+, ne se croyant pas vraiment capables d'enchaîner un véritable 8C aussi rapidement dans de telles conditions. Une très bonne nouvelle pour la réintroduction du Seb donc, suivie quelques jours plus tard par des nouvelles de notre autre individu bien connu, le Seb Boin. De retour de sa période migratoire à Flatanger en Norvège, c'est sur la falaise de Saint-Auban que Seb Boin avait décidé de marquer son retour, et après y avoir réussi son plus beau flash sur la voie Besmois 8C+, la semaine dernière, Seb aura continué son séjour avec la libération d'un nouveau projet, Jamming Destruction 9A+/B, une cotation toujours extrême pour notre beau pays. Une voie qui commence sur des plats avec une partie ressemblant aux blocs The Big Island 8C de Fontainebleau, avant une deuxième partie et surtout un crux bien particulier qui lui vaudra son nom, une fissure nécessitant un hand jam, à savoir un coincement de main, et comble de la douleur, celle-ci devait même nécessiter un gant spécial pour pouvoir être enchaîné. Problème avec une première partie sur plat, le port d'un gant n'est que très peu apprécié par le Seb, et c'est grâce à un coincé de genou salvateur entre les deux parties que notre individu pourra s'équiper avant le crux en question, démontrant encore une fois toute l'ingéniosité de l'espèce et nous rassurant grandement quant à sa pérennité. Alors encore une fois, longue vie au Seb. News numéro 2, et cette semaine continuait également de se dérouler les championnats du monde jeunes de Séoul en Corée du Sud, des championnats qui, comme la Coupe du Monde qui avait lieu plus tôt cette année au même endroit, furent perturbés par la pluie, des pluies diluviennes qui en plus de bouleverser le planning, auront pesé sur l'aspect sportif de l'événement selon bon nombre d'athlètes concernés, avec des blocs et parfois même des chaussons rendus très humides. Enfin malgré cela, la compétition a tout de même rendu son verdict. En bloc U16, c'est le coréen Yoon Seung-no qui chipe la victoire juste devant les japonais Ryusei Hamada et Hareru Nagamori, tandis que chez les femmes c'est l'américaine Annalise Wang Hong qui offre une première médaille à son pays. Mais comme la semaine dernière, c'est surtout en catégorie U18 que nos Français ont brillé, avec deux étoiles montantes qui s'affichent de plus en plus sur la scène internationale, j'ai nommé Thomas Lemagné et Lily Abriat. Chez les femmes, cette dernière décroche la médaille de bronze au terme d'une finale qui aurait pu encore mieux tourner pour elle. Mal embarquée dans la finale, elle se retrouve pourtant première après un flash du troisième bloc et n'a donc plus qu'à assurer sur le dernier pour s'octroyer la victoire. Malheureusement pour elle, elle choisira par deux fois la mauvaise méthode, et voyant ses deux concurrentes, la japonaise Kao Murakoshi et la slovène Eusharia Bucklet-Jennifer l'enchaîner, elle devra se contenter d'une belle troisième place. Pour Thomas Lemagné, la première place était même encore plus proche, mais le scénario un peu moins cruel. Alors qu'il est 5ème à mi-parcours, le français enchaîne les deux derniers blocs pour venir se replacer 3ème à quelques petits essais des japonais Ritsuo Kayutani, 1er, et Raito Kaito, 2ème.
Chez les hommes U20 maintenant, petite surprise avec la défaite en finale du Belge Hannes van Duysen, qui déjà champion du monde de difficulté la semaine dernière, ne terminera que entre guillemets 3ème derrière l'allemand Yannick Nagel et le japonais Junta Sekiguchi, tous deux à 3 tops. Enfin on termine chez les femmes en apothéose pour le clan français avec Selma Eladj Mimoun, qui vivait là sa dernière compétition jeune et en tout cas on pourra dire qu'elle n'aura pas raté sa passation. C'est bien simple, sur la totalité de la compétition, la tricolore n'aura lâché qu'un seul bloc sur les 14 tracés proposés en qualification. En finale, elle est la seule à réussir un impressionnant 4 sur 4 en 6 essais, juste devant la Slovène Sara Kopar, 3 tops et déjà couronnée en difficulté la semaine dernière. Pour la vitesse maintenant, vous ne m'en voudrez pas si je détaille un peu moins le déroulé de ces championnats, car plutôt que les titres, ce sont surtout les temps qui nous intéressent, et à ce petit jeu, la donne est assez étonnante. Alors qu'en catégorie U20 hommes, seuls 3 compétiteurs seront passés sous les 6 secondes, et bien ils seront autant dans la catégorie U16, avec un podium 100% chinois, et notamment le nouveau champion du monde de la catégorie Yisheng Zhao, 14 ans et auteur d'un temps de 5,76, 3ème meilleur temps des championnats, toutes catégories confondues. Chez les femmes, on retrouve à peu près la même chose, et là où les U20 sont très peu à passer sous les 8 secondes, le meilleur temps est à mettre au crédit de la chinoise Xinhui Wang, 15 ans, avec un temps de 7,35 en U16. Dans le reste des news maintenant, sortie vidéo, l'italien Stefano Ghisolfi vient de publier hier sur YouTube l'histoire complète de son ascension de la mythique voie Perfecto Mundo, 3ème voie côté 9B+ au monde, libérée par Alex Megos et seulement répétée par l'Autrichien Jakob Schubert et lui-même donc. La voie bien connue pour son style tout en bidois et autres pockets a même le mérite d'avoir résisté aux assauts répétés d'Adam Ondra, ce qui n'est clairement pas donné à tout le monde. Alors non, vous n'avez rien raté dans l'actualité brûlante, ne vous en faites pas, sa répétition par l'italien ne date pas d'hier, elle date même de 2018 et l'italien en avait déjà fait une vidéo, mais cette fois-ci la donne est bien plus complète, une vidéo tout en humour de la part de Stefano qui pour l'occasion incarnera Papy Ghisolfi dans un décor que l'on qualifiera de précaire et qui me donne envie d'ouvrir une cagnotte litchi pour lui permettre de s'acheter de la pâte à fixe. Alors entre ça et un plan d'Alex Megos et lui-même en train de twerker devant Perfecto Mundo, je vous assure que ça vaut le coup d'œil et je vous laisse découvrir ça via le lien en description. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Cap tout d'abord sur l'Espagne et les secteurs de Roumenes et Cicera où Laura Rogora enchaîne à vue s'il vous plaît Los Clunis 8B+, et Aro Crudo 8C. Après avoir été la première femme à enchaîner une voie côté 9B/+, Laura Rogora repousse les limites du sport en devenant la 3ème femme dans le 8C à vue après Janja Garnbrecht et Chai Yoon-se. Une performance imprévue étant donné que la grimpeuse n'était partie dans Aro Crudo que pour essayer les moves, mais force est de constater que malgré plusieurs mois sans toucher le caillou, l'italienne reste une référence dans la discipline. Toujours en Espagne, c'est sur le secteur de Navalosa que Jorge Diaz Rullo coche Hypoxia 8C bloc. Après presque 1 an et demi sans faire de bloc, ou en tout cas sans essayer de projets extrêmes, c'est un très bon retour pour le grimpeur espagnol, plutôt amateur de difficulté. Un 6ème bloc dans la cotation en seulement 3 sessions, dont les 2 premières furent très chaudes. Il aura alors dû attendre une nuit plus fraîche que les autres pour ressortir essayer le projet et sortir le bloc à la frontale. Une nouvelle croix extrême, et si en plus Jorge devient polyvalent, je pense qu'on n'aura pas fini d'en parler. Sur l'Allemagne maintenant dans le Frankenjura avec Ainise Bellar Baroussia qui récolte bon nombre de croix dont Wall Street 8C. La grimpeuse espagnole a pu cocher 8 croix dans le 8A et plus lors de ce trip, dont l'historique Wall Street, premier 8C au monde, libéré par Wolfgang Gülich en 1987. La falaisiste continue donc son parcours initiatique en remontant l'histoire de l'escalade après la réalisation des premières réalisations féminines dans le 8B+ bloc et 8C le mois dernier à tout juste 17 ans. Et c'est cette fois-ci une voie très bloc avec une fin à doigt sur réglette qui n'aura quand même pas arrêté Ainise, qui confirme sa très bonne forme cette saison. Et c'est peut-être pour la première fois en Australie sur le secteur de Nora que nous nous rendons pour la libération de Hardcasset par Ryan Sklenica proposé 9A+. L'Australien qui avait réalisé son premier 9A l'an passé propose le premier 9A+ du pays. Un départ dans une longueur en 7A+, un gros pas de bloc suivi d'une traversée et une fin dans une voie voisine. Le grimpeur reste pour le moment très évasif sur les détails de sa libération, mais il est possible qu'il revienne sur celle-ci très prochainement comme il l'annonce sur son compte Instagram. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous encourage à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!